Alors, chers participants, chères participantes, mesdames et messieurs, je suis donc Mathilde Mola, je suis investie sur les questions démocratiques et spécialiste des innovations citoyennes et de l'intelligence collective. Donc, tant j'accompagne des entreprises publiques, privées et également des institutions dans la délibération collective, l'apprentissage du pas de côté, accepter le fait qu'on ne soit pas tous d'accord et que ce n'est pas très grave, mais qu'en tout cas on peut parvenir à des décisions communes. Je suis ravie donc d'animer cette dernière table ronde sur l'accélération et le ralentissement dans notre société contemporaine avec des invités exceptionnels que je vais présenter juste après. Alors l'accélération effrénée que nous connaissons aujourd'hui, c'est évidemment en grande partie le résultat de fondement du système capitaliste néolibéral. Et alors figurez-vous que j'ai donc interrogé ChatGPT sur la question pour avoir un petit peu son avis. Et ChatGPT nous dit « La recherche incessante du profit, la compétitivité exacerbée et l'exploitation des ressources ont créé un environnement où l'accélération est envisagée, est valorisée et encouragée. La logique du marché exige une croissance économique continue, ce qui conduit à une intensification du rythme de vie, de travail et de consommation. » Et je précise que je n'ai pas dit que je participais à un colloque de gauche. Voilà. En tout cas, au-delà de ChatGPT, ce sujet évidemment de l'accélération, il recouvre différentes dimensions. Alors on a parlé notamment d'André Gorz, on va en reparler juste après avec Clémentine Autain, mais évidemment, comment ne pas parler d'Hartmut Rosa, qui est donc un sociologue et philosophe allemand qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'accélération au travers de 3 aspects principaux. Je ne vais pas trop détailler, mais en tout cas l'accélération technique, c'est ce qu'on appelle le rétrécissement de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, il nous fallait plusieurs semaines pour pouvoir, par exemple, nous rendre aux États-Unis et que maintenant on met 6 ou 7 heures. C'est aussi l'accélération des changements sociaux, ce qu'on appelle le rétrécissement du présent. Par exemple, le fait que il y a eu 38 ans entre l'invention du poste de radio et sa diffusion massive à des millions de personnes, et que pour Internet, c'est 4 ans. Donc finalement, à l'échelle d'une vie, il y a énormément de bouleversements qui se produisent, et auparavant, c'était moins le cas. Et donc, en 50 ans, on a finalement l'impression que l'ordre du monde a beaucoup plus changé. Donc c'est aussi le fruit de cette accélération. Et enfin, l'accélération du rythme de nos vies, fast-food, speed dating, 5G, multitask, voilà, je pense que vous comprenez ce qui en ressort, mais c'est vraiment l'impression d'un manque de temps permanent. Et donc ça se traduit concrètement par le fait, par exemple, qu'en 20 ans, notre durée moyenne d'attention est passée de 12 à 8 secondes. On verra dans 20 ans, du coup. Ou le fait, par exemple, que le chronométrage ou le minutage des ouvriers a fortement augmenté. C'est, par exemple, les fameuses notifications « Bravo, votre plat a été livré en moins de 25 minutes ». Ou encore, comme en parle un essai de Jonathan Crary qui s'appelle « 24/7, le capitalisme à l'assaut du sommeil ». Il explique que le processus capitaliste s'étend dans la sphère de la nuit et souhaite que H24, finalement, on travaille, on consomme, on joue, on blogue, on chatte en continu et que finalement, il n'y ait plus aucun moment de la vie qui ne soit exempt de toutes ces sollicitations. Évidemment, ce sujet, il renforce les inégalités et de nombreuses chercheuses féministes, comme par exemple Nancy Fraser, ont abordé tous ces sujets de justice temporelle et ont mis en lumière toutes les inégalités de genre qui sont inhérentes à l'accélération. Mais du coup, ce qui apparaît, c'est que forcément, cet état continuel de frénésie connecté érode la trame de la vie quotidienne. C'est finalement le sacre de la rapidité comme indicateur de réussite. Et finalement, l'IA, les robots, travaillent pour nous, mais nous sommes quand même débordés. Alors, le manque de temps libre a conduit à ce qu'on délaisse d'autres activités. Et moi, avec mes lunettes démocratiques, ce qui m'interpelle particulièrement, c'est un double élément. Le premier élément, c'est qu'on n'a pas décidé de ces accélérations. À aucun moment, je me suis sentie, moi, en tant que citoyenne, associée sur ces sujets du temps qui nous a été volé, sur le fait d'impérativement améliorer notre performance, sur des sujets qui sont finalement assez cruciaux et déterminants dans nos existences. Et la deuxième chose, c'est que le fait que ces accélérations nuisent à notre capacité à décider démocratiquement. Parce que la démocratie,
on a besoin de temps. Et quand on ressent une forme de saturation, parce qu'on est sans cesse sollicité, eh ben on n'est pas disponible, tant intellectuellement qu'en termes de temps, pour débattre, pour délibérer collectivement. Et on n'a pas sacralisé un temps qui est dédié à notre exercice démocratique. Et donc le temps libre, forcément, ça devient aussi un espace où peuvent s'inscrire des libertés, des possibilités, où on peut aussi envisager de s'engager dans des activités significatives, réfléchir, interagir et participer à la vie démocratique de notre société. Or, si on ne l'accompagne pas, si on ne lui donne pas des moyens, comment le peuple peut exercer son pouvoir d'interpellation, peut exercer son pouvoir de saisine, de co-construction, d'évaluation ou de contrôle? Et c'est pour ça que moi, je suis convaincue que la puissance publique, elle doit investir durablement dans un dispositif de renforcement démocratique qui permet aux citoyennes et aux citoyens de prendre un temps chaque semaine qui est dédié à leur exercice démocratique via la mise en place d'une RTT citoyenne, ciblée d'abord sur les plus exclus des sphères de décision. Ça peut être les employés en contrat précaire, les secteurs agricoles, de production, de l'industrie, de commerce, etc. Ou encore, par exemple, des catégories, les catégories C, les salariés de catégorie C de la fonction publique. Ça peut être 2-3 heures par semaine qu'on sacralise et on peut essayer de, par exemple, monter une expérimentation, j'en parle vu qu'il y a des parlementaires dans la salle, sur des territoires où il y a particulièrement d'abstention. Et l'objectif, ce serait de voir si ça permet finalement à des citoyens de donner envie de s'engager davantage, de reprendre pied dans la démocratie. Avant de nous dire tout ce qu'on pourra faire quand on aura ralenti nos rythmes de vie, on va revenir sur les fondements de ce phénomène afin de mieux le comprendre. Et pour ça, je vais donner la parole à une députée qui a beaucoup travaillé sur ce qu'elle appelle une pensée féconde qui peut irriguer un projet émancipateur. C'est celui de l'écosocialisme. Donc, j'ai envie de te demander, Clémentine Autain, pourquoi une société écosocialiste est-elle une société qui ralentit? Merci. Bonjour à toutes et tous. D'abord, vous dire le plaisir d'être là pour ce colloque organisé par Benjamin. Lucas, je trouve que c'est un très très beau thème et que c'est important aussi d'imposer nos thèmes dans le débat public. Ça fait partie de l'hégémonie culturelle et trop longtemps, on a délaissé cet enjeu du temps libéré et je pense qu'il est fondamental. Alors là, sous le prisme du ralentissement, de ralentir, c'est une question fondamentale. Elle est évidente qu'il faut ralentir. Je dis que c'est évident, enfin c'est visiblement pas évident pour tout le monde. Je me souviens qu'au sujet du débat sur les jets privés, on avait un ministre des Transports qui s'appelait Jean-Baptiste Djebbari. Et il avait dit cette phrase qui m'avait frappée: « Le temps pour certains est précieux », à propos des jets privés, donc il fallait aller vite. « Les apôtres de la lenteur méconnaissent absolument le fonctionnement du monde actuel. » Et je me dis qu'on est précisément au point de conflit, au point de divergence avec la Macronie, avec ceux qui défendent l'ordre des choses, puisque c'est précisément parce que nous connaissons le monde actuel et son dysfonctionnement qu'il nous paraît fondamental de ralentir, et de ralentir parce qu'on fait face à un épuisement qui est un épuisement généralisé, et que ce ralentissement, il est nécessaire, et c'est là où on arrive d'emblée à l'écosocialisme, il est nécessaire parce que la planète ne peut pas supporter un tel régime de production, et que dans le même temps, si j'ose dire, nos rythmes de vie qui s'accélèrent sont nuisibles à notre bien-être. Et on est là à la croisée de deux visées, de deux préoccupations, et comme l'avait écrit Jason Hickel, qui est un anthropologue qui a écrit notamment un best-seller qui s'appelle « Less is more », moins pour plus, il parle de heureuse coïncidence au sens où ce qu'il faut faire pour préserver l'environnement est aussi ce qu'il faudrait faire pour que toutes et tous, nous puissions avoir une vie meilleure. Et donc ce croisement, je pense qu'il est totalement fécond pour un projet qui permette de mobiliser notamment le monde populaire sur les enjeux écolos et pour leur propre mieux vivre. Alors la source de tout ça, elle est dans le productivisme.
Et le productivisme qui est à l'origine du réchauffement climatique, ça, je pense quand même que ça y est, on a réussi, même vis-à-vis d'un certain climato-scepticisme. Alors, il reste toujours des dingues, hein, mais on a bien avancé là-dessus. Donc, je pense que maintenant, le lien entre la production, la surproduction et le réchauffement climatique, il est à peu près bien fixé. En revanche, ce qui n'est pas toujours aussi évident et qui pourtant devrait l'être, c'est que c'est le modèle de production lui-même qui pose problème. C'est-à-dire que le productivisme, il vient d'un modèle économique qui est le capitalisme. Et le capitalisme, il a une source, je dirais, une raison d'être, c'est de faire du profit. Ça a l'air très simple ce que je dis, mais je pense que ce n'est pas si évident pour tout le monde. Quand vous recherchez du profit sans fin et que vous avez besoin de marge en permanence pour le capital, puisque c'est le moteur absolu du système économique, eh bien, ça vous amène à produire toujours plus. Je veux dire, c'est comme ça que ça marche, et c'est pour ça que ça marche comme ça marche, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Or, il y a une limite aux ressources naturelles, mais ça ne rentre pas dans le cadre de la logique de produire plus pour dégager toujours plus de marge du capital. Et donc, comme le résume si bien André Gorz, dans une formule qui me paraît absolument lumineuse, il dit « La recherche de l'efficacité maximale dans la mise en valeur du capital exige l'inefficacité maximale dans la couverture des besoins, c'est-à-dire le gaspillage maximum. » Et on en est absolument là, c'est-à-dire qu'on est comme un canard sans tête à courir, parce que comme il faut du profit, il faut impérativement qu'on avance. Alors, il se passe quelque chose qui n'était pas totalement prévu, même par Keynes, qui a vu des choses intéressantes, mais même Keynes n'avait pas vu ça, c'est qu'il pensait qu'on allait arriver à un régime d'abondance, c'est-à-dire que le capitalisme était tellement capable de produire et tellement de choses et tellement vite qu'à un moment donné, on allait tous être satisfaits, ça allait être merveilleux. D'ailleurs, je crois que c'était prévu pour 2020. Et ce qu'il n'avait pas bien prévu, c'est relisez ou lisez la lettre. Il a fait une lettre pour ses petits-enfants qui est assez remarquable à lire aujourd'hui. Et il raconte qu'on devait arriver en 2020 à peu près. Il avait une société de l'abondance et donc la rareté, ça serait terminé. Le seul truc qu'il n'avait pas bien vu, c'est que, en fait, par le mécanisme que je dis, ça ne s'arrête jamais. Et pour que ça ne s'arrête jamais, il faut créer des besoins artificiels, puisque si vous avez satisfait l'essentiel de ce dont vous avez besoin, ensuite, il faut bien que vous ayez besoin d'autre chose, puisqu'il faut bien que le système produise, parce qu'il faut bien faire des marges, parce que le capital doit bien, lui, s'accroître. Et donc, il n'avait pas vu cette espèce de folie des besoins artificiels et des désirs qui sont sans cesse insatisfaits. Et donc, on est dans une société où, en permanence, et je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez, n'importe qui le connaît, et c'est important de le dire, même les pauvres, parce que souvent, quand on parle du consumérisme, on a le sentiment que ça ne parlerait qu'à ceux qui ont de l'argent. La vérité, et je vous invite à lire un bouquin extraordinaire de Denis Colombini, je ne sais pas pourquoi je l'appelle toujours Colombini, sur l'argent des pauvres, où il montre, et c'est exactement ce que moi, élu d'une circonscription très populaire, je constate, c'est que vous avez aujourd'hui des gens qui sont capables de bouffer des pâtes pendant des semaines pour acheter à leur gamin un cartable de marque ou pour être capable d'acheter un iPhone à leur dernier ado. C'est-à-dire qu'on en est là. Même les plus pauvres sont pris dans la machine, qui est une machine qui fonctionne à la distinction. Et si vous voulez sans cesse vous distinguer, il faut que vous ayez tout l'appareil qui va avec, de marque, d'habitude, vous voyez ce que je veux dire, qui permet de vous distinguer. Donc, ces besoins artificiels qui sont très accolés à ce régime de la distinction sociale, qui est un moteur phénoménal de la société contemporaine. Et donc, à partir de là, si on comprend ce raisonnement-là, on arrive à la conclusion que ce qui est proprement révolutionnaire dans le système actuel, c'est de partir des besoins. C'est-à-dire que si vous changez le régime, c'est-à-dire au lieu d'adapter nos besoins à l'appareil de production, si vous faites l'inverse, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'on vous crée des besoins, donc on vous sort des machins pour vous y là. Si vous faites l'inverse, c'est que vous dites non, on va d'abord définir nos besoins, et ensuite on mettra l'appareil productif au service des besoins que nous aurons démocratiquement définis. En réalité, vous faites quelque chose qui est profondément révolutionnaire, absolument révolutionnaire. Et à partir de ce geste révolutionnaire, vous arrivez évidemment à ralentir la production. Ça amènera à ralentir la production. Ce qui est bon pour le climat, puisqu'il s'agit de baisser la consommation de tout ce qui n'est pas essentiel, et donc la production de CO2. C'est bon pour la qualité de nos vies, puisque l'enjeu est de sortir de la production de richesses marchandes pour viser la production de richesses humaines. Et j'ajoute que c'est bon pour nos désirs, parce que nos désirs sont aujourd'hui focalisés sur ce qu'on peut appeler la ronde des objets.
ne pas rater le dernier cri de tel appareil, de tel vêtement, de tel produit de beauté, où on arrive dans des trucs complètement délirants. On vous invente des problèmes que vous n'aviez même pas pensé que ça existait. J'ai vu l'autre jour une crème pour les cheveux, pour éviter que les cheveux vieillissent. Moi, je ne savais même pas que les cheveux... Non, mais moi, je savais... Non, mais je veux dire, vous arrivez dans un truc et vous voyez des produits, ça vous fait rire, mais c'est complètement fou. Le mieux, c'est le tube de dentifrice, je le dis tout le temps, mais en même temps, je ne m'en remets jamais, quoi. Le tube de dentifrice, moi, il y a 25 ans, j'achetais un tube de dentifrice, c'était un tube de dentifrice, éventuellement, je choisissais la marque, mais enfin bon, voilà, quoi. Et après, il y avait le spécial gencive, le spécial carie, le spécial dents blanches. Vous avez vu tout ça, à chaque fois, évidemment, on prenait des centimes pour payer un petit peu plus cher. Et à un moment donné est arrivé le total. Non, mais c'est vrai. Véritable. Alors on se dit, c'est celui qui vous fait gencive, carie, dents blanches, etc. Et maintenant, vous avez, et c'est vrai, et toujours des centimes de plus, le total plus. Total plus gencive, total plus carie. Vous avez, je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait l'expérience comme moi. Et je me dis vraiment, on est chez les fous, quoi. On est vraiment chez les fous. Et à chaque fois, ah bah ouais, c'est vrai quand même. Ça correspond à autre chose. C'est-à-dire que dans la consommation, vous allez assouvir autre chose. Vous avez l'angoisse de vieillir, vous allez prendre le shampoing pour ne pas faire vieillir vos cheveux. Mais tout ça est absolument lunaire. Et ça crée une sursollicitation, évidemment, mentale. Et à tel point que nous constatons ce que Bernard Stiegler, qui est un philosophe cher à Barbara, mais que j'admire énormément, et qui parlait de ce terme qui m'a beaucoup frappée, qui est la baisse tendancielle de l'énergie libidinale, et je pense qu'on en est vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a une baisse tendancielle de l'énergie libidinale qui fait que, dans ce que je disais, bon pour le climat, bon pour le bien-être, notamment au travail, mais bon aussi pour faire en sorte que nos désirs puissent être enfin réappropriés. Et pour tout ça, il y a une logique qui est celle de la norme du suffisant, qui est proposée par André Gortz, et qui est une mesure, alors qui n'est pas évident à mesurer, c'est tout un travail démocratique, mais cette norme du suffisant, qu'il faut arriver à chaque fois, elle permet de régler, en fait, ce qu'on est capable de donner pour le travail au regard de la satisfaction de nos besoins. C'est une manière de régler entre les deux les choses. Je vais aller maintenant sur une traduction peut-être plus concrète de cette logique qui relève de ralentir en gouvernant par les besoins. D'abord, le temps de travail. Je vais aller très vite parce que c'était la table ronde précédente. Évidemment qu'il faut réduire le temps de travail. Que je rappelle que le temps de travail des salariés français n'a pas diminué depuis 2002. C'est-à-dire que c'est quand même très vieux, cette histoire. Depuis Mitterrand, on n'a pas eu de baisse, et que tout ça est une folie, puisque si on ne partage pas le temps de travail, on continue d'aller dans le mur avec une offre d'emploi vacante pour 13 chômeurs. Donc quand ils nous bassinent du matin au soir pour nous expliquer qu'il y a plein d'emplois, que c'est juste les gens qui sont des feignants et qu'il faut les former parce que ça va bien se passer, ce n'est pas du tout la réalité. Il n'y a pas suffisamment d'emplois par rapport au nombre de personnes qui voudraient travailler. Donc la logique, c'est la réduction du temps de travail, la durée légale hebdomadaire, évidemment, à 35 heures pour tout le monde tout de suite, en allant immédiatement vers les 32 heures, notamment pour les métiers les plus pénibles, la retraite à 60 ans. Ça fait partie du partage du temps de travail. La 6e de congé payé pour tout le monde, tout de suite, et il faudrait avancer. Et puis, je pense qu'il faudrait une conférence nationale sur le partage du temps de travail, en lien aussi avec l'impact du progrès technologique. Et si on pouvait également remettre en cause partout les ouvertures des magasins le dimanche, je pense qu'on gagnerait aussi considérablement en termes de temps de travail. Et là aussi, pour le désir et nos vies. Garder un jour où... voilà, en tout cas. Mais le deuxième point que je voulais aborder, concret, plus longuement, même si c'est pas en termes de... C'est juste par rapport à ce que vous avez vu avant, c'est l'idée qu'il faut libérer le temps libéré lui-même. Il ne faut pas simplement libérer le temps de travail et penser que quand on est hors travail, on est dans du temps véritablement libre. C'est qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que le temps libre n'est plus libre. Et que donc libérer ce temps libre est un enjeu qui est un enjeu politique. Or, très facilement, on va vous expliquer que ce temps-là est un temps intime qui serait en dehors du champ. Or, en réalité, c'est un temps qui est extrêmement politique et sur lequel il faut s'atteler. Je vais donner que quelques exemples, mais il y en aurait un paquet. Donc, je vais essayer d'aller un peu à la schlag, mais quelques exemples. Premier exemple qui me vient en tête, c'est libérer, par exemple, le temps de transport. Je dis le temps de transport parce qu'il faut savoir que du lundi au dimanche, les Français consacrent au total 6h50 à leurs trajets locaux. C'est délirant. Absolument délirant. Et sans doute beaucoup de franciliens ou d'autres
Je dis les franciliens parce qu'on est dans des zones denses et dès qu'on habite en banlieue, moi c'est mon cas, on a une vision très précise de ça, mais bon, c'est vrai évidemment sur tout le territoire français, et ça pose la question du temps de déplacement qui, au lieu de diminuer, on pourrait penser qu'avec toutes ces formidables avancées que sont la voiture, les techniques, etc., ça a diminué. La réalité, c'est que ça augmente. Et depuis 10 ans, ça a encore augmenté, ce temps de trajet. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et donc, ça nous amène à penser une autre politique d'aménagement du territoire. Pas simplement une politique des transports, mais une politique d'aménagement du territoire totalement revisitée selon la logique très chère à Henri Lefebvre, s'il y en a certains peut-être qui connaissent cette pensée-là, qui est le droit à la ville. Alors, le droit à la ville, contre-intuition immédiate pour ceux qui n'ont jamais entendu le concept, c'est pas l'idée de faire grossir les villes et que c'est super la ville, hein, c'est pas ça. Le droit à la ville, c'est justement permettre partout, à égalité, à une échelle de vie, d'avoir accès à ce que la ville peut offrir pour le bien-être. C'est-à-dire que tout le monde doit être à proximité d'un hôpital, d'un bureau de poste, d'un théâtre ou d'un cinéma, d'une salle de sport, enfin, oui, de ce qui permet de tout simplement épanouir les besoins essentiels qu'il ou elle a. De la même manière, si vous repensez l'aménagement du territoire, il faut arrêter d'avoir des cités dortoirs. Alors en Ile-de-France, c'est complètement délirant, hein. Vous avez les cités dortoirs en Seine-Saint-Denis, par exemple chez moi, mais alors et après vous allez à la Défense et vous avez une activité pas industrielle, de services, beaucoup, mais en tout cas l'emploi. Ou l'emploi à Paris, où vous avez tous ceux qui font tourner la vie parisienne avec toutes les petites mains, ceux qui font le ménage, vous amènent à bouffer, etc., mais qui habitent de façon très éloignée. Donc il y a quelque chose qui ne tourne absolument pas rond. Et donc je pense que cette question du droit à la ville, qui amène à la question de ces transports et donc de ce temps libéré, est tout à fait fondamentale. Deuxième sujet, je vais à la schlag, c'est que évidemment libérer ce temps, c'est penser le temps des femmes. Le temps des femmes, il est contraint notamment par les tâches parentales et domestiques. Or, ça aussi, c'est renvoyé beaucoup à l'intime, et que chacun se démerde dans sa sphère. Et là, pareil, pour aller à la schlag, je dirais qu'il faut que les politiques publiques s'en saisissent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser chaque ménage régler dans sa cuisine l'enjeu du partage des tâches domestiques. Alors, je ne suis pas, moi, pour l'idée de faire une loi d'interdiction. D'ailleurs, ça a été fait en Autriche, ça ne marche pas du tout. Je ne suis pas pour interdire. Je suis pour essayer d'abord d'éveiller, de faire des campagnes de prévention sur le partage, mais aussi de donner les moyens aux femmes d'articuler leur vie professionnelle et leur vie familiale avec des espaces qui sont des espaces qui permettent de prendre en charge et vous voyez ce que je veux dire, de délester ce travail-là. Et il y a aussi, je pense, qu'il va falloir abaisser le niveau général d'exigence pour soi-même de ce que ça veut dire d'avoir une maison rangée, que tout soit toujours clean. Non, mais ça fait partie de la solution. Je veux dire, faut aussi abaisser le niveau. Là, je parle en particulier aux femmes, qui ont en général un niveau beaucoup plus élevé. C'est culturel. C'est absolument culturel. C'est pas évident. C'est pas évident, hein, les cordonniers n'étant pas toujours les mieux chaussés. Mais c'est pas évident. Donc bref, je pense que cette question du temps des femmes est une question politique. Mais je vais prendre une autre question qui va paraître un petit bout de la lorgnette, mais qui est aussi une question pratico-pratique. Prenez la question des garanties. Les garanties sur les objets. On sait que les objets, il y a une obsolescence. Alors je ne sais pas si elle est programmée. En tout cas, vos machines à laver, elles durent moins longtemps. Enfin, tous vos machins que vous achetez, vous achetez maintenant même une fringue. Au bout de très peu de temps, vous avez le bouton qui tombe. Vous vous dites, mais comment c'est possible ? Enfin bref. Donc, tout ça déconne. Et je pense qu'il faut agir sur les garanties. Or, 80% des marchandises sous garantie sont rapportées aux vendeurs ou au constructeur ou à l'un de ses sous-traitants pour être réparées. Or, après échéance de la garantie, le chiffre chute de plus de 40%. Donc, en fait, si vous étendez le délai de garantie, vous avez une possibilité aussi donc c'est une question de rapport au temps, de temps libéré, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est une question qui est à la fois pour la planète et aussi pour la qualité de nos vies. Et puis un dernier point pratico-pratique, pas toujours évident à traiter d'un point de vue politique, mais sur lequel il faut impérativement, vous me dites, impérativement avancer, c'est la question du temps de cerveau disponible. Parce que dans ce temps libéré, et tu l'as dit en introduction, on a la question de la connexion permanente et de l'avilissement quand même mental auquel nous sommes soumis. 5 heures quotidiennes devant un smartphone. On a une étude en 2021 qui a révélé que les consommateurs du monde entier ont passé environ 5 heures par jour
sur leur téléphone portable. Et plus précisément, c'est sur les 10 pays qui ont été analysés, la moyenne quotidienne des heures passées devant un smartphone est de 4 heures et 48 minutes, et il s'agit d'une augmentation de 30% par rapport à 2019. Donc c'est énorme, ça continue. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très angoissant. Mais je prends un autre exemple qui est Netflix. Netflix, et je coupe, je vais très vite. Je prends juste l'exemple de Netflix et après je conclus. Un spectateur, vous connaissez tous Netflix, mais même la façon dont Netflix est fabriqué aujourd'hui et pensé est totalement, comment dirais-je, nous rend en fait considérablement passifs. Et le patron de Netflix, qui s'appelle Reed Hastings, a résumé l'affaire en 2017 en marge d'une conf de presse et il a dit « Notre seul concurrent dans cette industrie, c'est le sommeil. » Mais au moins, c'est cash. Non, mais je veux dire, au moins, c'est cash. Et ils ont même fait un truc, c'est qu'ils ont créé une application qui fait que maintenant, vous pouvez regarder les séries en accélérant le rythme. Si vous trouvez que ça va pas assez vite, ça s'est sorti en 2020. L'accélérant le rythme. Et donc, on a un problème sur l'économie de l'attention qui est tout à fait considérable parce que ça nuit à tout. Hein. Ça atteint au sommeil, mais pas seulement, à la mémoire, au langage, à la libido, à l'état dépressif, à l'anxiété. Enfin, je veux dire, ça touche vraiment à ce qu'est le cœur de la vie. Et donc, tous ces sujets sont des sujets éminemment politiques et je pense qu'à travers le ralentir, on arrive à la croisée des chemins entre le social et l'écologie et on arrive, je fais d'un mot, on arrive à ce qui est fondamental, je pense, en termes de programme politique, c'est la phrase d'André Gorz, il faut rompre le lien entre le plus et le moins, et le fait d'avoir des écologistes et des anticapitalistes dans une même maison qui est celle de la NUPES est le meilleur gage pour arriver à trouver cette cohésion d'ensemble. Merci. Et merci Clémentine Autain. Ah. Le contremaître avait du mal à... Tout va bien. Effectivement, on l'a dit ce matin, les activités hors travail peuvent être tout à fait légitimes. Elles peuvent permettre de créer du lien, de l'entraide, des expériences de vie en dehors du marché. Et c'est aussi un cadre hors travail, c'est-à-dire où on maîtrise le rythme et on n'est pas forcément soumis à des ordres. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'une mesure de la richesse, ça pourrait être le temps disponible des salariés. Et que finalement, le surtravail, ce serait une forme de dégradation de l'individu. Et donc, on aurait plutôt intérêt à développer le temps disponible. Et sur ces sujets, de l'impact du temps disponible sur la santé, sur le bien-être, je vais laisser la parole à Félicin Pagnon, qui est docteur en sociologie, spécialiste des indicateurs alternatifs au PIB. Et on a envie de vous poser une question, c'est en quoi une société du temps libéré du ralentir peut favoriser le développement de l'être humain et des sociétés? Et finalement, quels sont les indicateurs qu'on peut mobiliser ou qu'on peut inventer pour mesurer cette progression? Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de répondre à cette question. Oui, c'est mieux. Je vais essayer de répondre à cette question, mais c'est évidemment un peu vaste. Je vais surtout présenter des indicateurs. Je vais présenter ce que j'ai pu observer à travers mes travaux de recherche. Moi, on m'avait demandé aujourd'hui surtout de parler des indicateurs de bien-être et de bonheur, mais je vais parler un peu plus largement de ce qu'on appelle les indicateurs alternatifs au PIB. Indicateurs qui, comme leur nom l'indique, donc, permettent justement d'avoir des mesures quantifiées alternatives au PIB, donc des indicateurs qui nous permettent de nous projeter dans un monde potentiellement sans croissance économique, et donc de rompre avec une certaine idée du productivisme, mais aussi des indicateurs qui, comme leur nom ne l'indique pas, sont alternatifs les uns aux autres. Et justement, c'était l'intention de ma recherche, c'était de montrer ça, de montrer qu'en fait, dire qu'on veut rompre avec la croissance économique, dire qu'on veut des indicateurs alternatifs au PIB, mais n'est pas tout à fait suffisant. Parce qu'on peut tous avoir une certaine conception très différente de ce qui pourrait prévaloir comme indicateur alternatif au PIB. Et les indicateurs nous emmènent dans des directions différentes selon les indicateurs qu'on sélectionne et selon la manière dont on cherche à produire des politiques publiques et les gouverner à partir de ces indicateurs-là. Quand on parle d'indicateurs alternatifs au PIB, grosso modo, pour faire court, on parle d'indicateurs sociaux, d'indicateurs environnementaux et d'indicateurs de qualité de vie, pour faire trois catégories un peu à la serpe.
Et évidemment, donc, ce dont je voudrais essayer de vous convaincre aujourd'hui, c'est que ça a tout à voir avec la question du ralentissement de l'activité économique et ça a tout à voir avec l'acheminement vers une société du temps libéré. Ces indicateurs alternatifs au PIB, en fait, ils permettent de mesurer autre chose que le temps productif, autre chose que le temps qu'on passe à travailler. Ils donnent une autre ambition à nos existences individuelles, mais à nos existences aussi de citoyens d'une même société. Une ambition qu'on peut traduire sous la forme de politique publique, et c'est aussi ça qui est intéressant, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on a en tête quand on parle tout simplement de chiffres. Il s'agit de ne plus se donner uniquement le PIB comme objectif, non pas de s'en débarrasser purement et simplement, parce que c'est un indicateur qui fournit une information qui est quand même utile pour les politiques publiques, mais d'afficher d'autres horizons politiques. Autrement dit, le PIB, c'est une information utile, mais ça ne doit pas être le guide unique et principal de l'action publique. Tout ça fait bien évidemment écho au débat actuel sur la décroissance et la post-croissance. Pourquoi ? Parce que le PIB résulte de l'activité économique. Plus vous voulez acheter de choses, plus vous en vendez, plus le PIB augmente, pour faire simple. Ce chiffre-là, le PIB, reflète également ce qu'on appelle la productivité du travail. Donc ça a été expliqué beaucoup mieux que ce que je pourrais faire dans le panel précédent. Et entre autres choses, le temps qu'on passe à travailler. Autrement dit, si on travaille moins, on aura moins de PIB. Mais justement, ce que permettent de montrer ces indicateurs alternatifs au PIB, c'est que ce n'est pas du tout une catastrophe d'avoir moins de PIB. Et même au contraire. Alors pourquoi ? Parce que le PIB ne nous dit rien sur tout un tas de sujets. Il ne nous dit rien sur les inégalités de revenus, il ne nous dit rien sur la qualité de vie, notamment la qualité de vie ressentie par les individus. Elle ne nous dit rien non plus du revenu réel des ménages, ce qui semble assez paradoxal, mais le fait est que c'est un indicateur qui repose sur des moyennes, et ça ne nous dit pas grand-chose en général du revenu des ménages. Ça ne nous dit rien surtout au sujet des destructions environnementales qui sont induites par la production économique. C'est bien beau de dire plus de production économique et ensuite justement on va investir dans les énergies renouvelables, etc. Mais il ne faut pas inverser l'ordre des causalités, il faut d'abord réfléchir à justement dans quelle direction on veut aller, donc quels indicateurs on sélectionne, pour ne pas ensuite se retrouver à devoir éponger les dégâts qu'on a soi-même causés. Et justement, au contraire, ces indicateurs alternatifs permettent de donner de nouveaux objectifs, des objectifs pour une société du temps libéré, du bien-être, de la qualité de vie, de l'égalité. Et tout l'intérêt, c'est justement le débat politique autour de quels indicateurs sélectionner. Alors, je vous en présente rapidement quelques-uns. Je vais essayer de ne pas trop dépasser les 8 minutes quand même. Mais je vous dis d'abord donc un mot de leur histoire. La croissance économique, elle devient un objectif universellement poursuivi par les gouvernements de gauche et de droite, dans à peu près tous les pays du monde, en tout cas tous les pays de l'OCDE, après la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, c'est assez paradoxal parce que les chercheurs qui sont à l'origine de l'indicateur du PIB, et notamment Simon Kuznets, n'ont jamais imaginé que l'augmentation du PIB rendrait les gens plus heureux. Ils ne pensaient pas que ça allait augmenter la qualité de vie. C'était juste un indicateur pour avoir une certaine mesure de l'activité économique. Et dès les 30 Glorieuses, la croissance économique fait l'objet de critiques. Souvent, on dit « Ah, les 30 Glorieuses, c'était formidable », mais après, on s'est rendu compte que c'était... Non, en fait, dès les 30 Glorieuses, ça suscite un certain nombre de critiques. Et justement, ces critiques, elles vont donner lieu à la production d'indicateurs alternatifs, dès les années 70, dès la fin des années 60 et le début des années 70. Les indicateurs sociaux, vous pouvez par exemple vous référer aux travaux du Darras en 1966. Donc c'était notamment piloté par Pierre Bourdieu et ça propose une perspective assez nettement critique sur justement les évolutions sociales des pays dans lesquels on vit. On peut aussi mentionner les travaux de Jacques Delors, un peu moins critiques, à partir de 1967. On peut aussi mentionner le Social Report aux États-Unis à partir de 1969, porté par un autre sociologue qui s'appelle Mancur Olson. C'est également dans les années 70, sous la plume de William Easterlin, qu'apparaît l'économie du bonheur. Alors l'économiste en question, William Easterlin, montre que l'accroissement du revenu et l'accroissement de la satisfaction déclarée par les individus ne sont pas corrélés à partir d'un certain niveau. Grosso modo, que l'argent ne fait pas le bonheur, à condition d'en avoir quand même un peu. Voilà. Mais disons que ce n'est pas l'augmentation continuelle du revenu, et c'est valable d'ailleurs à l'échelle macroéconomique pour l'augmentation du revenu des pays, n'apporte pas un surcroît de satisfaction systématique. Et bien sûr, donc, en 1972, il y a le rapport Meadows sur les limites de la croissance, et là, il y a une multiplication d'indicateurs alternatifs d'ordre écologique, environnementaux, qui vont venir nourrir le débat. C'est un débat qui est resté assez longtemps en sommeil, notamment à cause des chocs pétroliers, à cause des crises économiques successives.
qui ont un peu éclipsé cette question-là, et justement c'était l'emploi qui était, le maintien de l'emploi qui était mis en avant, mais toujours avec cette idée un peu dommage qu'il faut plus de croissance parce que ça créera des emplois, et que, donc vu que c'est la nécessité, la priorité numéro 1, on ne se pose pas la question de quelle croissance et quels emplois. À partir de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009, on recommence à parler des limites du PIB. Et justement, on voit réémerger des indicateurs que je vais détailler dans un instant. C'est un débat qui existait déjà avant en France. Il y a notamment plusieurs chercheuses et chercheurs dont je voudrais quand même saluer le travail, notamment parce qu'il y en a une qui est ma directrice de thèse, mais pas seulement. Donc Dominique Médard, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Florence Génicatrice aussi, et Jean Gadret, qui ont travaillé sur ce qu'ils appelaient, eux, les nouveaux indicateurs de richesse, ce qui recoupe globalement les indicateurs alternatifs au PIB. Voilà. Mais c'est quand même la commission Stiglitz qui a contribué à remettre un peu cette question sur le devant de la scène, ou en tout cas à faire en sorte qu'elle soit discutée, y compris par des gens qui a priori étaient plutôt hostiles à l'idée de nouveaux indicateurs de richesse. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je vais vous parler, là, comme je pensais parler essentiellement des indicateurs de bien-être et de bonheur, je vais mentionner cela, mais avant, je vais peut-être vous présenter très très rapidement, puisque je crois que je ne suis pas tant limité par le temps que ça, finalement. Bon, d'accord, je retire ce que j'ai dit. Donc, je vais parler encore plus rapidement que ce que j'allais dire, de quelques indicateurs qui sont justement ce qu'on appelle les nouveaux indicateurs de richesse. Je vais en mentionner 3-4. D'abord, ceux qui ont été portés par une députée écologiste qui est maintenant dans la NUP, qui s'appelle Eva Sass, qui proposait justement en 2014 d'avoir 4 indicateurs, l'espérance de vie en bonne santé, l'indice de santé sociale, qui est un espèce d'indice agrégé qui justement permet de rendre compte des conditions sociales d'un territoire. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites pour rendre compte justement de cette santé sociale des territoires, notamment à l'instigation de Florence Génicatrice et Jean Gadret. Et aussi, évidemment, l'empreinte écologique. J'insiste, l'empreinte écologique, pas l'empreinte carbone. L'empreinte écologique, ça comprend aussi d'autres types d'empreintes, l'empreinte eau, l'empreinte forêt, etc., etc. Donc, rendre compte, justement, de ces dimensions-là. Alors, je vous en reparlerai dans un instant de ce qu'a fait Eva Sass, parce que, justement, ça a donné lieu à des choses un peu différentes de ce qu'elle avait prévu. Il y a aussi d'autres indicateurs, et là, ça va peut-être vous surprendre, je vais mentionner les indicateurs de l'OCDE. L'OCDE a assez mauvaise presse dans les milieux de gauche, à raison d'ailleurs, puisque pendant des décennies, elle a quand même mis en avant des mesures justement de réduction des protections de l'emploi, concrètement, justement avec cet argument de relancer la croissance. Mais depuis une dizaine d'années, maintenant, il y a ce qu'on appelle à l'OCDE la Better Life Initiative, l'initiative pour le vivre mieux, où des chercheurs d'une autre trempe, pour les avoir rencontrés, proposent justement des mesures, des conditions de vie, justement. Et quand on parle de ces conditions de vie, on nous parle d'indicateurs qualitatifs où on va mesurer des choses telles que la qualité de l'environnement, la satisfaction dans la vie, la sécurité personnelle, les liens sociaux et l'équilibre entre le temps de vie et le temps de travail. Alors il y a aussi des indicateurs un peu plus objectifs, comme eux-mêmes les appellent, comme l'emploi, le logement, le revenu, mais voilà, c'est des indicateurs plus variés sur les conditions de vie. Eurostat fait aussi à peu près la même chose avec un rapport qui s'appelle le rapport Quality of Life, donc qualité de la vie, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Voilà pour une présentation sommaire des indicateurs. Maintenant, je voudrais quand même faire le lien avec les politiques publiques. Combien de temps Ok, allons pour 2 minutes. Donc le lien avec les indicateurs, les politiques publiques, je voudrais quand même insister dessus. Simplement pour vous dire qu'il y a aussi un certain nombre de faux semblants justement de ces indicateurs dont il faut se méfier. Les indicateurs de bonheur, pour donner l'exemple le plus évident, ont été mobilisés en Grande-Bretagne pour faire des choses tout à fait différentes. Je vous renvoie aux travaux de Lucie Davoine, qui est une économiste du bonheur, qui a montré ça très bien. C'est-à-dire que, pour vous donner 2 exemples précis, ils ont été mobilisés pour dénoncer la privatisation des services publics en Grande-Bretagne, notamment les postes, donc plutôt pour une défense du service public. Et à l'inverse, ils ont été aussi mobilisés par quelqu'un d'autre, Richard Layard, pour justifier l'activation des droits, le workfare à la Tony Blair. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée qu'il faut mériter ses allocations et travailler gratuitement en échange de celles-ci. Je résume un peu, mais seulement un peu. Je voudrais terminer en vous parlant donc des indicateurs alternatifs au PIB et du lien avec les politiques publiques, mais en France, à partir d'un cas d'étude que moi j'ai beaucoup étudié dans ma thèse et donc qui m'intéresse. Et je reviens justement sur ce que je disais au sujet d'Eva Sass. Eva Sass, après avoir proposé ces indicateurs et après avoir été confronté à une fin de non-recevoir du gouvernement socialiste de l'époque, a dû retravailler ses propositions de loi.
Et finalement, il y a quand même une loi qui a été votée en 2015, qui s'appelle la loi sur les nouveaux indicateurs de richesse, loi Evassas, qui oblige juridiquement le gouvernement à remettre un rapport d'évaluation des grandes réformes qu'il mène à l'aune de 10 indicateurs alternatifs. Donc ce rapport, théoriquement, existe. Sauf que voilà, ce rapport est toujours paru en retard, alors qu'il était censé paraître au moment du débat budgétaire, justement pour nourrir le débat budgétaire, qu'on puisse évaluer les politiques publiques avec des indicateurs alternatifs. Et depuis 4 ans, il ne paraît tout simplement plus, ce qui d'ailleurs ne respecte pas la loi. Donc. Mais c'est une disposition législative qui existe, et puisqu'on est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est une disposition dont on peut se saisir justement et qu'on peut approfondir pour justement mettre en avant ces indicateurs-là, et peut-être même des indicateurs un peu plus ambitieux, puisque les 10 indicateurs qui finalement avaient été retenus ne l'étaient pas tant que ça. Et de la même manière, il y a un sénateur socialiste, Franck Montaugé, qui avait fait 2 propositions de loi qui malheureusement n'ont pas été votées, mais qui allaient un peu dans le même sens. Voilà. Je conclurai donc là-dessus en disant que pour ceux qui souhaitent poursuivre la mise en œuvre des indicateurs alternatifs, il existe déjà des instruments pour le faire en France, et il s'agit à terme de dépasser le PIB et de substituer à l'horizon politique de la croissance économique d'autres ambitions, notamment donc l'égalité des conditions de vie, le bien-être des individus et le respect de la planète. Et il s'agit donc de donner à nos existences, avec ces chiffres-là, une autre ambition, une autre mesure que le temps productif passé à travailler. Merci. Merci beaucoup. Alors, Barbara Stiegler, vous êtes professeure de philosophie à Bordeaux-Montaigne et spécialisée notamment sur le néolibéralisme et le corps. Ça ne vous aura pas échappé, il y a eu récemment une mobilisation sur la réforme des retraites. Et on aimerait savoir, finalement, pour vous, qu'est-ce que tout cela nous apprend sur l'enjeu du temps libéré pour l'individu. Alors d'abord, je voudrais dire, après avoir pris le soin de noter l'heure très scrupuleusement, 16h12, 12 plus, non, pas de dérogation. Alors, eh bien d'abord, je voudrais dire un immense merci à Benjamin Lucas, parce que je trouve que cette initiative qu'il a eue est totalement géniale. C'est exactement le moment. Moi, je connais rien au temps libéré et tout ça, donc j'ai appris énormément. J'ai pris 6 ou 7 pages de notes. Je me suis jamais autant éclatée dans un colloque. D'habitude, je m'emmerde à mourir dans les colloques universitaires, donc je pense qu'il faut que je change de métier. Voilà. Merci. Donc le compte-rendu de la journée sera rédigé par Barbara Stiegler, c'est ça ? Avec plaisir. Donc, alors ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il se trouve que j'ai eu un accident l'année dernière, un accident, voilà, ça arrive à tout le monde, et que ça fait à peu près 1 an que je suis en arrêt de travail, ou plus ou moins. Bon. Et donc, j'ai dû me retirer. J'ai dû opérer une forme de retraite de la vie publique, politique et académique, raison pour laquelle, en pleine élection présidentielle, j'ai vu une fois mes nouveaux camarades de la France insoumise que j'ai immédiatement plus vu du tout. Donc, ce genre de truc un peu bizarre. Donc, retour au travail le 16 mars dernier, c'est-à-dire au moment de la promulgation du 49.3. Je vous promets que je n'ai pas fait exprès. Mais ça rend un peu dingue, ce genre de truc. Bon, donc j'arrive, je fais une conférence à la Bibliothèque de Bordeaux, et c'était, face à l'accélération, faut-il ralentir ? Voilà, donc on était en plein 49.3. Et donc moi, je devais parler super lentement à la bibliothèque pendant 2 heures, et j'avais qu'une envie, c'était d'aller sur la place de la mairie pour hurler. Donc j'étais pas du tout calme, quoi, en fait. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est peut-être plus compliqué que ça, finalement, ralentir, accélérer. Bon, alors c'est en ligne si vous voulez regarder, tout ça. Bon, voilà. Donc je vais pas reprendre ce propos, parce que ça sert à rien de répéter toujours la même chose. Mais je voudrais dire que cette retraite contrainte, elle m'a obligée à changer complètement mon activité professionnelle, et aujourd'hui à découvrir quelque chose dont il était énormément question ce matin, et ça m'a passionnée, le temps libéré au sens par exemple, du temps du théâtre. Donc, je me lance dans le théâtre parce que dans le théâtre, les problèmes que j'ai, là, d'attention et de mémoire, eh ben, c'est pas très grave. Alors que quand vous êtes universitaire, vous devez lire des livres de 800 pages et écrire pendant 5 heures un livre. Si vous avez ce type de problème, c'est tout simplement impossible. Au théâtre, c'est possible parce qu'il y a une interaction permanente avec des gens vivants en face de vous. Donc voilà, donc je me retrouve au théâtre, tout ça, l'éducation populaire, enfin tout ce dont il était question ce matin, c'est vraiment absolument génial. Et on va aller à Avignon avec mon comparse Christophe Pébart, présenter notre pièce Démocratie, point d'exclamation, qui sera jouée en France et puis d'abord en Belgique après avoir été jouée en Suisse, etc. Alors, obsédée par Athènes,
La démocratie, ça vient quand même de là. Alors, du fait de cette retraite contrainte qui m'a quand même embêtée, je me suis retrouvée à basculer dans Twitter, cette espèce de truc monstrueux. Et donc, depuis 1 mois et demi, parce que je ne peux soutenir mon attention que 2 minutes, eh ben, je fais des tweets et ça marche super bien. Donc, je suis comme un gosse hyperactif. Et là, je suis tombée sur le tweet ce matin à 5h, je crois, d'un collègue enseignant en philosophie qui s'appelle Harold Bernat. Je sais pas si vous c'est un tweetos assez connu. Je crois qu'on dit comme ça, tweetos. Il cite d'abord notre président de la République. Je cite, citation qui date de 12 mai, c'est-à-dire hier. Si la France s'est je ne vais pas l'imiter, je ne peux pas. Si la France s'est désindustrialisée par rapport aux voisins, c'est parce que nous travaillons moins dans le cycle de la vie. Je vous laisse juste méditer cette phrase. Si la France, je ne peux pas l'imiter parce qu'il est trop obscène, s'est désindustrialisée par rapport aux voisins, c'est parce que nous travaillons moins dans le cycle de la vie. Bon, vous avez compris, au cas où vous êtes trop fatigués, c'est la compétition mondiale, on est les derniers, donc il faut travailler tous à fond jusqu'à 100 ans et dès la maternelle. Bon. Et le tweetos, Harold Bernat, son compte est vraiment assez intéressant, ça fait longtemps que je le suis, c'est d'ailleurs lui qui m'a fait savoir que quand même Twitter c'est quand même intéressant et que c'est pas seulement une poubelle. Il m'a dit ça il y a 4 ans et il n'a pas tort. Le cycle de la vie, point d'interrogation, dit à Harold Bernat. Et il ajoute, la cocaïne, ça arrache la tête. C'est très fort, c'est très fort. Bon, parce qu'évidemment, on ne sait pas s'il en a pris avant de faire ce tweet, mais quand même, quoi. Puis en plus, Twitter, ça ressemble à la cocaïne. Donc, bon. Donc, alors ça, c'était mon introduction. Ma première partie, c'est pour vous dire que pour le néolibéralisme, la retraite dans tous ses sens, c'est un archaïsme. Le cycle de vie, ça veut dire, au sens de Macron, faire travailler toujours plus, imposer toujours plus le temps de travail prescrit par le capitalisme, ses modes d'exploitation et de domination, les plus âgés, bouzous, travailler jusqu'à la mort, etc. Enfin, tous ces délires, vous connaissez. Les plus jeunes, travail des enfants, destruction du lycée pro, mais aussi de l'éducation nationale, lycée Blanquer, tous ces gens ici connaissent tout ça, je n'ai pas besoin d'expliquer. Pronote, on n'a pas parlé de Pronote. Pronote. Moi, j'ai un enfant qui a 12 ans et qui me dit tous les jours, je ne dévoilerai pas son identité, ma moyenne a monté, elle a baissé, on se croirait en Corée du Sud. Au bout d'un moment, j'ai des problèmes d'inquiétude pour mon enfant. Les plus fragiles, les chômeurs, le RSA, les malades, le patient auto-entrepreneur qui optimise le soin jusqu'à la fin de vie, qui produit du soin, un patient producteur de soins, un diabétique hyper affecté qui produit du soin contre le diabète. Les plus réfractaires, apprenons maintenant, les plus réfractaires. Les plus réfractaires, on les connaît. Les chercheurs, c'est horrible. Les artistes, le monde du loisir, les gens qui fantasment sur l'otium et la scolée. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une mutation néolibérale des secteurs de la recherche, de la culture, etc. On en a beaucoup parlé ce matin. Mais aussi les travailleurs du service public, bien sûr, ceux qui sont si importants pour détruire la République sociale et démocratique, les soignants, enfin d'abord, dans l'ordre chronologique, les enseignants, Jaurès, les soignants, le CNR. Pour le néolibéralisme, la retraite est un archaïsme. Bon, j'ai écrit tout ça dans des trucs anciens au moment de 2019. Deuxième partie, la casserole. Et c'est ce qu'on est en train de... Enfin, à mon avis, c'est ce qu'est en train de comprendre ce printemps social. À mon avis, c'est bien plus qu'un printemps social. Ce mouvement des casseroles, cette peut-être révolution des casseroles, soyons fous, ce printemps 2023 qui commence le 16 mars 2023 et qui a été préparé, bien sûr, avant. C'est cette mutation qu'est en train de comprendre un syndicat comme la CGT. Il est fondamental, c'est un symptôme extrêmement important, que ce ne soit pas, contrairement à ce que disent les gens du privé, une cadre qui soit d'un seul coup devenue la secrétaire générale de la CGT, mais une conseillère principale d'éducation. Cette chose est absolument fondamentale, il faut le comprendre. Et ce n'était pas prévu que Sophie Binet soit à la tête de la CGT, comme chacun sait. C'est la casserole qui permet ce genre de truc. Ou c'est aussi l'action extraordinaire, et je veux la saluer, de la NUPES à l'Assemblée nationale, dans la première période où on a traité les gens de la NUPES d'extrémistes, de gens mal élevés, etc. Je ne sais pas si je suis claire. Si, ça va. Alors, c'est donc le premier temps de ce que je voulais dire. Pas seulement exploiter les travailleurs, mais étendre l'exploitation du berceau à la tombe, jusque dans les actes d'éduquer et de soigner. Les enseignants mis à pied, les soignants suspendus, ceux qui refusent de se soumettre aux prescriptions du néolibéralisme. Par exemple, qu'il faut s'injecter parce que c'est innovant, voilà, ce genre de truc. On n'a pas le temps de réfléchir. Tu prends ton vaccin, tu te tais. C'est là le vrai sens de ce printemps 2023, d'où la jonction historique climat, jeunesse, retraite, encore plus profonde qu'en 2019. Il reste combien de temps ? J'ai fini. Non, c'est fini. Non, mais j'ai pas fini, j'avais tout ça.
Un petit mot de conclusion. D'accord. Je sais pas quoi vous dire, moi. La page d'après. Ok. Je sais pas. Bref, je sais plus où j'en suis. D'accord. Oui, mais je devais parler de Bergson, du yoga, de la méditation. Bon, on s'en fout. 3 minutes. Allez, conclusion. La retraite, un bien commun d'avenir. Non, le libérer, il ne faut pas y vouloir libérer de l'emprise. En fait, j'y comprends plus rien parce que 8 minutes, c'est vraiment pas assez. Libérer de Ouais. l'emprise du temps dégradé par le capital. Oui, bien sûr, bien sûr. Bref, en gros, je voulais arriver à quelque chose qui a beaucoup été dit, par le fait que tout ça, c'est une affaire de démocratie. Et que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, là, maintenant, là, quand on se parle, elle est ridicule. C'est-à-dire que, et c'est ça que je suis en train de mettre en scène dans ma petite pièce de théâtre, vous avez compris que je fais une pièce de théâtre. En fait, depuis ce matin, tout le monde est gêné parce que nous devons maintenant faire la démocratie. On ne va pas la faire plus tard, la démocratie, on va la faire maintenant. Tout le monde se bat sur le temps de trucs. Alors, il y a ceux qui sont connus, ils ont parlé 20 minutes. Moi, je vais faire pareil, du coup. Il y a ceux qui ne sont pas trop connus et qui sont encore jeunes, ils ont été gentils. Puis il y a les femmes, elles ont toutes respecté 8 minutes, etc. Donc moi, je décide que je ne vais pas respecter, etc. Enfin bref, vous voyez tous ces trucs. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? Parce qu'on a mal pensé le truc. Mais ce n'est pas grave, c'est nouveau. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a dit, à mon avis, Benjamin dans comment ça s'appelle ? L'interview du JDD. J'ai adoré ça. L'histoire des agoras, ça peut paraître complètement bidon, encore un truc de politicard pour récupérer des électeurs, salauds et tout ça. Mais pas du tout. C'est de faire ce qu'on fait là, mais dans des conditions, je veux dire, on se donne le temps. C'est-à-dire, en fait, il va y avoir vraiment des discussions, etc. Donc là, par exemple, on fait 8 minutes, mais alors on dit aux gens, attention, il va vraiment falloir écrire votre discours et vous allez vous entraîner devant la glace. Sinon, ce n'est pas possible, vous n'y arriverez jamais. Premièrement, donc c'est quoi ? C'est faire attention à la question du temps. C'est considérer que c'est aussi important que la question du fric. Ce qu'on ne fait jamais dans nos milieux. À l'Assemblée nationale, oui, parce que l'Assemblée nationale, ça fait 200 ans depuis la Révolution française que les gens se battent sur la question du temps. Et donc, Madame Machin, là, s'il vous plaît, chers collègues, et voilà, bon, ça c'est OK. Donc vous avez tous un art de ça. Mais nous, les universitaires, les gens qui veulent faire des colloques et tout, c'est tout le temps n'importe quoi. Il n'y a aucune attention à la question du temps. Et après, ça veut ralentir, ça veut accélérer, je ne sais pas quoi. Donc ça ne va pas. Et donc moi je dis, à partir de maintenant, on fait des agoras où on réfléchit vraiment sur les conditions de qui prend la parole, comment ça marche, mais on ne fait pas comme Nuit debout. Le but, c'est pas « ouais, je voudrais prendre la parole, mais j'ai peur de te dominer. Si je prends la parole, je vais te dominer avec mon bâton. Donc, il ne faut pas que je prenne la parole. Et est-ce qu'un jour, on pourra être en démocratie ? Mais le Kratos, c'est dangereux parce que c'est la domination patriarcale. » On va se calmer et juste, on va faire des trucs où on mélange. On va faire la casserole. Vous voyez ? On a la casserole à côté et on discute, on s'engueule sur toutes ces questions. Je pense que c'est fondamental et on n'a pas besoin, c'était ma réponse à Benoît Hamon, je lui ferai, puisqu'on s'est dit qu'on s'appellerait, on n'a pas besoin de créer un parti unique de la gauche pour faire ça. Faisons-le maintenant, voilà. Et donc ce colloque, moi je le trouve génial et je le trouve en même temps super drôle par le fait qu'on a totalement raté la capacité de pouvoir discuter ensemble en fait. C'est vraiment génial. En tout cas, faut continuer. En tout cas, le rendez-vous est pris, j'ai l'impression, pour une prochaine agora ou assemblée citoyenne directement sur une place publique, maintenant qui fait dans une salle, aussi, qui fait avec beau. un toit. Voilà. Merci beaucoup, Barbara Stiegler. Notre avant-dernier intervenant, vu qu'on en aura un en vidéo pour conclure cette table ronde, c'est Guillaume Balas, qui est un ex-député européen, DG de la Fondation Envie, actrice de l'économie circulaire. Et ce qu'on a envie de te demander, c'est comment le secteur privé peut-il s'insérer dans une société du ralentir et du temps libéré ? Merci. D'habitude, on me trouve pas trop ennuyeux et plutôt de gauche. Mais à côté de Barbara Stiegler, ça va être un peu compliqué, honnêtement. D'abord, merci Benjamin. Voilà, c'est chouette d'avoir des députés qui font des choses comme ça. C'est chouette d'avoir des députés qui font des parcours comme les tiens, je te le dis, parce que c'est pas parce qu'on se connaît bien que j'ai pas le droit de te cirer les pompes. Aussi. Voilà. Et puis je suis content de voir aussi Clémentine Autain et François Ruffin, là, dans la même pièce, arriver ensemble. Je sais pas, ça me fait plaisir, comme ça, en passant. Alors...
Moi, je ne vais pas parler en tant qu'ex-député, je ne vais pas parler en tant qu'ancien politique, entre guillemets, je vais parler comme employeur, comme délégué général d'une fédération d'entreprises sociales, non capitalistes, démocratiques, tout ce qu'on veut, mais entreprises. Et j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit, ce que j'avais déjà entendu avant dans ma vie militante, voire ce que j'ai dit dans ma vie militante auparavant. Et vous dire mes interrogations, à la fois mes accords, mais aussi des vraies questions. Envie, c'est un réseau de 52 entreprises, on a 3000 salariés, on a 800 encadrants pérennes, et on a 2200 à peu près salariés en insertion. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on réemploie, c'est-à-dire qu'on rénove des matériels électroménagers qu'on revend à des prix modestes. Et on fait plein d'autres activités dans l'économie circulaire, notamment sur la question du recyclage. On essaye de dire et d'apprendre aux gens à réparer eux-mêmes, à ralentir, à pas surconsommer, à se dire qu'acheter du neuf, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais qu'on peut réemployer son appareil, soit en l'achetant chez nous, c'est bien, ça crée de l'emploi d'insertion, mais surtout en le réparant soi-même. On essaie de leur apprendre d'ailleurs à réparer. On essaie de leur apprendre aussi à bien utiliser leurs appareils pour faire en sorte qu'on allonge la durée de vie. D'une certaine manière, là, on fait en sorte de ralentir. Mais à côté de ça, et je veux le dire, l'économie circulaire, c'est en plein boom. Bon, en tout cas, on croit que c'est en plein boom. Donc il y a énormément d'investissements capitalistes aujourd'hui, une concurrence qui est féroce. Et moi, je suis un patron comme un autre. Hein. Je dis, il faut bosser, il faut produire, il faut être performant, il faut de la productivité, il faut faire attention au prix. Il faut faire attention aux vacances. Ouais, tu pars encore pour 15 jours, bah, c'est sympa, mais comment je fais là? Bref. Et donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'aimerais pas qu'on se paye trop de mots. Et j'aimerais bien que... je suis allé il y a 2 jours, invité par le président de la République à son Raoult, là, sur accélérer l'industrialisation. Tout est dit, d'accord? Alors qu'on pourrait penser, moi je suis à fond pour l'industrialisation, ça me fait rire de voir d'ailleurs les gens qui ont combattu l'industrie pendant 30 ans, alors que nous on était en train de se battre contre le libre-échange, aujourd'hui la promouvoir. Mais ça c'est un passage. Juste pour dire que accélérer l'industrialisation, non, moi je suis pour l'industrie, mais moi je suis pour une industrie tempérante, une industrie liée à des besoins, pas à des marchés, enfin bref. Et ça, c'était hallucinant de voir cette primauté, hein, je veux dire, de l'accélération, de la vitesse, hein, c'est le règne de la... Je sais pas, on voit bien, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Mathilde, c'est le futurisme italien avec Mussolini, là, hein, toujours faire en sorte que la vitesse soit mise comme étant le pinacle de l'activité humaine, de l'héroïsation hein, aussi du travailleur. Hein, c'est le règne de la cocaïne dans le capitalisme, hein, mais je rigole pas en disant ça. Moi, je pense que 2008, c'est dû à la cocaïne. Hein, c'est-à-dire de ne pas voir ce qui est en train de se passer et d'être toujours dans la surperformance. Et ce que j'aimerais bien et être sûr, c'est le jour où Clémentine, François, Benjamin, vous serez au pouvoir, que vous arriverez au pouvoir et vous direz, évidemment, on ne va pas faire comme lui. On ne fera pas accélérer l'industrialisation. Mais j'aimerais bien que 2 ans après, en 2000, je ne sais pas combien, vous ne fassiez pas un colloque pour dire, bon, finalement, il y a la compétition internationale, il y a la Chine, il y a les États-Unis. On aimerait bien, hein, mais on n'est pas tout seul. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas. Et donc, on est désolé, mais il faut s'y mettre, il faut bosser, voilà. Et c'est là, quand même, la question centrale. C'est-à-dire, comment on fait aujourd'hui dans un monde où l'éthos est concurrentiel, quand nous, on prône des trucs vachement bien, je suis pour, sur la société du temps libéré, se retrouver soi-même, la souveraineté de soi-même, le temps à soi, la place à soi, la chambre à soi, tout ce que vous voulez. Bref, c'est quand même une question politique majeure. Parce que ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que ce n'est pas le privé lui-même, le marché, qui pourra résoudre ça. Jamais. Ce n'est pas les entreprises elles-mêmes qui pourront résoudre ça. Elles peuvent y contribuer. Et moi, je suis à fond pour... j'ai adoré ce que disait la DRH tout à l'heure. Hein. Oui, le rôle des managers, c'est crucial. Oui, tout ça, ça compte énormément. Mais en fait, c'est de la politique. Et donc, c'est du rapport de force politique. Mais ce rapport de force politique, vous devez le penser au niveau européen, au niveau international. Autrement, vous allez arriver qu'en 1980, hein, et puis après, vous ferez la même chose. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si on a des monstres en face. Et donc, si on n'a pas le rapport de force pour le faire, on va vendre du vent aux gens. Et ça, on ne peut pas vendre du vent aux gens. Et je crois que de ce point de vue-là, la politique a toute sa place. La politique a toute sa place. Je vais vous dire, il y a un lien direct avec les politiques de libre-échange et le temps libéré. Si on continue les politiques de libre-échange, je suis content que Macron ait reconnu que c'était des bêtises, mais si on continue ça, il n'y aura pas de temps libéré, parce que vous n'aurez pas de souveraineté.
Et donc, c'est hyper important, je crois, aujourd'hui, hein, de faire un fil continu entre politique macroéconomique, politique sociale, et je vais y venir, la question démocratique. Parce que là où je suis... Il faut que j'arrête ? Non, ça va ? Ah ok, bon, bah ça va. Très bien. Tout à l'heure, je disais que c'est l'éthos concurrentiel. C'est pas forcément que le capitalisme. D'abord, il y a un truc quand même que je veux dire. Quand on dit que le capitalisme il est productiviste, donc le problème c'est le capitalisme, non, le problème c'est le productivisme, donc le capitalisme, parce qu'il ne reste plus que lui. Mais quand il y avait le stalinisme qui était productiviste, c'était pas génial non plus. Hein. C'est quand même un truc. La deuxième chose, c'est que l'éthos concurrentiel, il n'est pas forcément lié qu'au capitalisme. Le capitalisme est concurrentiel, il est dominant, donc c'est un problème. Mais en Yougoslavie, dans les années 70, quand Tito décide qu'il va transformer les entreprises nationalisées en coopératives, ils arrêtent au bout de 2 ans ou quasiment, parce que le marché reprend la main, mais de façon extrêmement forte. C'est des entreprises acapitalistes. Donc c'est bien qu'il y ait un ethos de la concurrence qui dépasse simplement la question de la propriété des moyens de production. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la question c'est très remarquable de voir que ceux qui parlent le plus de la réduction du temps de travail, de la société de tempérance et de la société libérée sont des gens comme Benjamin Lucas, François Ruffin, Clémentine Autain, qui bossent 25 heures sur 24, 8 jours sur 7, ou des sociologues, voilà, ou des sociologues qui évidemment ne font absolument rien de leur journée, voilà. Et je ne veux pas dire non plus qu'il n'y a, pas souligné, par exemple, l'éthos de la concurrence dans le monde politique. Non mais j'en parle pas pour faire de la démagogie, et de la performance. Moi je connais bien 2 anciens candidats à l'élection présidentielle. Il y en a un qui m'a dit un jour, un peu déphasé comme ça, là, en disant « je tiens physiquement. » Pourquoi ? Quoi ? Et ce que je veux dire, il y a quand même ce truc-là, c'est que même à gauche, même dans la gauche radicale, on voit bien quand même que la question de la concurrence interindividuelle, de la compétition, etc., le marché politique, l'offre, moi ça me fait marrer, le nombre de fois, mais moi-même je l'ai utilisé, la question de l'offre politique. C'est génial, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la tête des autres, on fait exactement la même chose. Et donc ça veut dire, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand vous êtes en situation de responsabilité sur la question du temps, vous devez donner l'exemple. Ce que je fais absolument pas. C'est-à-dire qu'on doit travailler moins et l'assumer, dire oui, je vais ce week-end, je ne vais pas faire de politique, je ne vais pas aller faire mes réunions publiques, je ne vais pas faire mes machins. Oui, Guillaume, voilà, tu vas prendre des vacances, et des très longues, et tu n'en as rien à foutre de ce qui se passe pendant ce temps dans ta boîte. Oui, tu vas accepter sans trop rechigner quand tes salariés te disent que là, vraiment, ils ont besoin de vacances, parce que là, vraiment, ils ont besoin de vacances. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est une inversion, en fait, de la programmation originelle que la révolution industrielle et le capitalisme a mis dans nos têtes, au minimum, c'était peut-être avant, hein. Voilà, oui, absolument, tout à fait. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même assez révolutionnaire. Et donc, je termine sur la question démocratique, parce que je pense que, de ce point de vue-là, et je te rejoins complètement dans ce que tu disais, la question de l'échange, elle est absolument majeure. Moi, j'arrive à faire des trucs pas trop déconnants sur le temps de travail, encore que mes salariés seraient là, ils ne vous diraient pas ça, parce que j'ai un CSE, parce qu'il y a des règles et des normes, parce qu'il y a des représentants syndicaux, parce que, etc., etc. Et honnêtement, je pense que le politique a un rôle absolument crucial aujourd'hui pour donner le cadre et l'impulsion. Sans ça, il n'y aura rien. Sans le rapport de force que le politique peut mettre en place, il n'y aura rien. Et de ce point de vue, tout ce qui est truc, mais non, on n'a plus besoin de l'État là-dessus, ça n'existe pas. Et d'un autre côté, je pense qu'il est extrêmement important aussi de faire du sur-mesure, mais que pour faire du sur-mesure, que ce ne soit pas simplement à l'avantage de l'employeur, eh ben, il faut recréer cet esprit démocratique. Et là, la boucle est bouclée, parce que pour recréer l'esprit démocratique, il faut du temps. Pour qu'il faut du temps, il faut qu'on se désaliène, etc., etc., etc. Et les syndicats ont un rôle qui est absolument central. Profitons aujourd'hui de la réémergence, j'allais dire, des syndicats, en tout cas de l'image positive qu'ils ont donnée, pour en faire un gros moment. Donc, états généraux du travail à fond, remonter des cahiers de doléances sur le sujet à fond. Je ne sais plus ce que disait Clémentine, mais ça ressemblait à peu près à ça également. C'est ce qu'a complètement loupé Macron, c'est ce qu'il aurait dû faire, à la gauche aujourd'hui, de s'en saisir et justement de le proposer pour que les citoyens puissent faire.
Effectivement, Clémentine, François, Benjamin, nous n'avons pas besoin que vous tombiez en burn-out. Donc, s'il vous plaît, préservez-vous. Avant de te laisser le mot de la fin, Benjamin, une dernière intervention, celle de Jean Viard. Et pour introduire son propos, simplement se dire que tout système, et en particulier, évidemment, le système capitaliste néolibéral, produit des croyances et principes pour se maintenir. C'est le cas, par exemple, de la peur de l'ennui dans une société où le travail est si central et où, par exemple, l'oisiveté doit être organisée, planifiée pour être rentabilisée. Et finalement, la souffrance qu'on peut parfois ressentir, elle ne vient pas du fait que l'inactivité nous tue ou nous dérange, mais le fait que la norme, c'est l'emploi à temps plein. Et avant de nous déconnecter de cette table ronde, Jean Viard va nous parler à ce propos du besoin de repos, de déconnexion et de l'importance des vacances en vidéo. Bonjour. Écoutez, je ne peux pas être avec vous, je le regrette, mais je vais mettre quelques idées. La première, c'est que je pense qu'il faut qu'on apprenne la déconnexion. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans des sociétés numériques, hyper reliées, hyper densifiées, aussi bien dans le loisir que dans le travail, la demande de repos des gens, qui est au fond une demande de déconnexion par rapport aux activités habituelles. On peut se déconnecter chez soi 3 jours en pensant téléphone et Internet. On peut apprendre ça pendant les vacances. On peut discuter si on emmène ou pas l'ordinateur en vacances, etc. Donc là, il y a un premier sujet de fond. Mais après, c'est quoi les gros problèmes qu'on a en matière de temps libre et de vacances? Il faut dire des choses simples. On ne manque pas de temps. D'ailleurs, la plupart des gens partent 15 jours par an. Mais on a un premier problème, c'est les jeunes des cités. Il faut qu'on ait une politique pour que les jeunes des quartiers, comme on dit, partent en vacances. Parce que partir intègre. Tout le monde part. Les médias racontent les vacances, etc. Et là, on a un groupe social qui part très, très peu et qui, du coup, se sent exclu. Donc, se replie sur lui-même, sur ses traditions, éventuellement religieuses, etc. Donc là, il faut qu'on ait là une vraie politique. Et mon maire l'avait tenté avec la Fondation Vacances Ouvertes. Et je pense que c'est quelque chose à développer. En partie, vous voyez, la Fondation Ouverte les a amenés en Turquie, les a amenés dans des pays où ils étaient plus à l'aise, dans des régions où ils étaient plus à l'aise. Il faut se poser la question très tranquillement, mais c'est important parce qu'avant, il y avait des colonies de vacances, il y avait 4 millions d'enfants qui partaient. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 million parce que leur colonie de vacances ne répond plus aux attentes qu'on peut avoir, d'une part à cause de toutes les questions sur la pédophilie qui font que les familles ont peur, et parfois légitimement, et puis aussi parce qu'on n'a plus envie de brassage social, il faut le dire, et que les élites sociales ne vont plus dans les colonies de vacances. Donc là, la question des banlieues, ça me semble absolument prioritaire. Ensuite, il faut se donner un objectif politique. On est à 60% de départ, au moins une fois par an. Il faut atteindre 80%, qui est le taux de certains pays scandinaves. Il y aura toujours 20% de non-partants, parce qu'effectivement, il y a des années, il y a des gens qui sont phobiques de la mobilité. Il y a des années, vous avez acheté une maison, vous attendez un enfant, vous êtes malade, etc. Donc, il y a effectivement, mais 80%, ce serait un objectif politique qui me semble atteignable. C'est un objectif qui me semble important, et donc, notamment, en faisant partir les jeunes, je pense que la responsabilité de l'État, elle est éducative. Une fois qu'on a appris à un jeune à partir, il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais partir, aller ailleurs, revenir, réfléchir sur lui-même, on le lui a appris. Après, il est libre de ses choix. La quatrième idée que je voudrais donner, si vous voulez, c'est que, au fond, les vacances, c'est d'abord familial. Or, en France, la plupart des familles sont réparties sur plusieurs régions. Donc, je pense que l'étalement des petites vacances, notamment de février, qui sont faites pour le ski, c'est-à-dire les 8% de Français qui vont au ski, ces vacances n'ont plus aucune raison d'être étalées dans le temps. Je pense par contre, et donc il vaut mieux remettre les vacances pour tout le monde au même moment, y compris à Pâques, de façon à ce qu'on puisse réunir les familles. 70% des départs se font dans les familles, qu'on puisse confier les familles aux grands-parents, etc. Par contre, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est ce que j'appelle la semaine italienne, c'est que toute famille puisse enlever une semaine les enfants des vacances s'ils ont un projet de voyage. Ça permettrait notamment d'aller au ski beaucoup plus longtemps pour ceux qui y vont, il n'y a pas besoin de les en punir, mais pour d'autres motifs de famille, de voyage familial, etc. Partir de l'idée que les vacances ne sont plus étalées, mais chaque famille a droit à une semaine d'absence. Si elle a un projet pour ses enfants, après tout, quand on a la grippe, on manque aussi une semaine. Ça me semble, les Italiens le font, je trouve ça extrêmement bien. Voilà, donc si vous voulez, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire sur ces questions. Le voyage intègre, mais effectivement, il faut avoir donc démocratisé cette intégration, il faut reprendre cette démocratisation, mais pas en donnant des jours, pas des choses comme ça, mais en se ciblant effectivement sur ces populations. Le numérique intensifie nos vies. Mais c'est vrai, dans le travail, avec tous les problèmes qu'on peut connaître de burn-out, etc., où effectivement, on travaille moins en moins, puisqu'actuellement en France, on travaille en moyenne 10% de sa vie. La vie dure à peu près 700 000 heures.
on travaille à peu près 70 000 heures si on travaille 43 ans, pour donner un ordre de grandeur. On travaillait 70% de sa vie éveillée il y a un siècle. Donc, il faut voir l'évolution. On a gagné une révolution du pouvoir sur son temps, sur le temps libre, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est la question de fond. Mais en même temps, la révolution numérique a accéléré les liens, accéléré la pression, le téléphone portable, Internet, etc., les séries, l'ensemble de TikTok. Et donc, la question, c'est que, du coup, aussi bien le travail que le temps libre est extrêmement intensifié, voire mélangé. Parce que les 25% de gens qui sont en télétravail, par exemple, quand est-ce qu'ils sont en vacances, quand est-ce qu'ils sont en télétravail, est-ce qu'ils répondent à un coup de fil, si c'est un coup de fil important, etc. Donc, on a un problème de déconnexion. Mais il faut bien se dire, le problème des gens, de nos problèmes quand on voit les études, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'impression de se reposer. Parce que si vous voulez, après-guerre, j'ai beaucoup travaillé avec VVF, par exemple, le tourisme social, je dirais se reposer, c'était bien manger, bien dormir, quoi, et faire garder les enfants dans des clubs. Parce qu'effectivement, c'était le rêve de ça. Aujourd'hui, nous, le repos, c'est plus ça. Le repos, d'ailleurs, souvent, c'est manger léger, parce qu'on tient beaucoup à notre tour de taille, mais c'est aussi, effectivement, trouver des moyens de déconnexion. Vous voyez, mais j'ai vécu l'arrivée dans le tourisme social des télévisions. Je conseillais de mon maire à l'époque sur le VVF, et on discutait, est-ce qu'on met ou pas les télés dans les chambres? Elles n'y étaient pas. Les familles les demandaient. Comment on gère ça? On a un nouveau problème aujourd'hui, c'est effectivement la déconnexion numérique, de façon à se rendre compte qu'on a énormément de temps libre, mais qu'il est suroccupé. Vous savez, un des grands enjeux au fond des vacances, c'est de retrouver des moments d'ennui. C'est vrai aussi pour les enfants. L'ennui que vous avez quand vous êtes sur une plage, l'ennui que vous avez dans un transat, et puis votre esprit circule. Si vous voulez, ce décrochage de l'hyperdensité des liens numériques me semble un élément important. Ce n'est pas l'État qui va décider que j'éteins mon téléphone portable. Ce n'est pas sa mission. Je pense que ça, si vous voulez, moi je plaide pour qu'il y ait un grand ministère de la culture, du tourisme et du numérique. On comprenne que la culture, ce n'est pas dans des salles. Il y a 7 millions de personnes qui vont au spectacle culturel pendant leurs vacances. Il faut comprendre que tourisme et culture, c'est la même question. C'est s'ouvrir sur l'autre, s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur le passé, sur la diversité. Il faut réunir tout ça. Il faut bousculer le ministère du Tourisme, qui est devenu une institution un peu ancienne. Il faut intégrer le numérique. L'essentiel des jeunes ne consomment de la culture que sur le numérique. Et depuis la pandémie, l'essentiel des Français aussi. Donc, le numérique et la culture et le voyage, au fond, c'est la même question. C'est le rapport de chacun d'entre nous avec la culture, avec le passé, la mémoire, la création, la surprise. Il faut créer un grand ministère qui relie tout ça. C'est là quelle est la mission sur le sens. Après, effectivement, il faut se dire, partir en vacances au moins une fois avant le bac, 15 jours, peut être un projet pour tous les jeunes. Ceux qui le font avec leur famille, c'est parfait. La question, c'est ceux qui ne le font pas avec leur famille. On pourrait très bien décider, puisqu'on est en train de réfléchir à des systèmes de services militaires, etc., on pourrait très bien décider qu'on réfléchit à faire partir un droit au départ de 15 jours, au moins une fois dans la vie, par exemple, avant 18 ans, quelque part en Europe, en groupe, en communauté, par quartier, par communauté familiale, je veux dire, par quartier, etc., par des gens qu'on connaît, grâce aux maisons de quartier, grâce aux associations, etc., pour que chaque jeune ait au moins découché une fois 15 jours de sa famille. On peut se fixer ce genre d'objectif, et je pense que ça relève de l'État, c'est des problèmes de financement, c'est des problèmes d'organisation, et c'est une réflexion sur le rôle du voyage dans l'intégration dans la société moderne. Vous savez, plus tard, les gens qui ne sont pas mobiles, pour aller travailler, ils auront du mal, pour se changer de territoire, etc., pour s'adapter à la société. Il peut y avoir des régions qui se développent, d'autres qui ne se développent pas. L'apprentissage de la mobilité me semble un élément important de l'intégration.